Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Step by Step. Je vais vous présenter l'invité d'aujourd'hui, c'est Monsieur Frédéric Binoliel. Frédéric, il est né à Marseille, il est le fils et le petit-fils des marins. Il a grandi à Marseille en écoutant les berceuses ou raconter la vie en Extrême-Orient et à Yokohama. Et à partir de 1974, il lit son destin avec l'Asie. Il a passé la majorité de sa vie professionnelle en Asie. Il a dirigé plusieurs filiales de l'entreprise française. Il a négocié la fusion et acquisition de plusieurs entreprises internationales. Il était aussi le directeur des relations internationales du CRNS. Donc, aujourd'hui, je suis très honorée de recevoir Frédéric à mon émission. Et sa devise de vie, il est croire et oser. Il se qualifie comme éternel étudiant, le voyageur du monde. Il se veut être le citoyen du monde. Merci Frédéric d'avoir accepté mon invitation. Je suis très, très honorée par votre présence. Je suis bien que c'est moi qui vous remercie pour ces mots extrêmement aimables et je suis très heureux de aujourd'hui participer à cette discussion. Merci encore. Je vous en prie, tout l'honneur est pour moi. Frédéric, depuis 1986, vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France. Donc, notre première question, il va être autour de ce statut. Qui sont les conseillers de commerce extérieur de la France et que font-ils et comment le devenons-nous? Alors, les conseillers du commerce extérieur de la France appartiennent à une institution qui est ancienne puisqu'elle date de 1898 et nous sommes à peu près 5000, un tiers en France et les deux autres tiers essentiellement en poste à l'étranger. Ce sont des activités bénévoles que nous faisons en plus de notre travail et qui nous sommes nommés par le Premier ministre pour des périodes de 3 ans renouvelables régulièrement si on le souhaite. Alors, quelles sont les actions essentielles des conseillers du commerce extérieur? Pour faire simple, elles sont essentiellement quatre. La première de ces missions, c'est de conseiller les pouvoirs publics, puisque nous sommes essentiellement des spécialistes dans notre domaine, c'est pour ça que nous avons été sélectionnés, et en tant que spécialistes, nous avons des actions sur le terrain, des informations du terrain que nous faisons remonter au pouvoir public. C'est vrai en France et évidemment encore plus vrai lorsque nous sommes à l'étranger. Ça, c'est la première mission. La mission suivante, très importante, elle est de soutenir les entreprises françaises dans leur activité internationale. Donc, nous soutenons les entreprises, parfois nous les accompagnons et nous leur faisons profiter de la connaissance, de l'expérience que nous avons des pays ou des territoires dans lesquels ces entreprises souhaitent travailler. Et ça, c'est évidemment une activité importante du fait du poids particulièrement des PME françaises. Une autre activité, c'est celle de former les jeunes à l'international. Et celle-là est importante puisque nous avons besoin de préparer l'avenir. Ça fait partie de notre mission et nous voulons non seulement donner le goût de l'international aux jeunes, mais les y préparer, les former, les accompagner autant que nous puissions le faire. Et la dernière mission, en tout cas dans les plus importantes, c'est celle de promouvoir l'attractivité de la France, de façon à ce que nos contacts par nos filiales, par nos partenariats et par d'autres sources nous permettent de connaître des investisseurs étrangers, de leur faire la promotion de notre pays et de les faire venir, d'essayer de les faire venir pour investir en France. Et vous savez que c'est un volet de notre activité qui, jusqu'à présent, a plutôt bien réussi. Step by step, et par exemple une entreprise qui investit en France et qui forcément nous intéresse aussi. Voilà rapidement dit ce que sont les conseillers du commerce extérieur de la France. Merci beaucoup, Frédéric. Est-ce que vous pourriez
nous parler par rapport au conseil le plus marquant que vous avez vu dans votre carrière de conseiller de commerce extérieur? Alors, je suis conseiller du commerce extérieur depuis presque 40 ans, depuis Mhm. 1986, sans interruption. Donc, il y a eu beaucoup d'événements, et heureusement, des événements qui souvent ont été agréables. Donc, je ne vais pas rentrer dans des événements trop précis, mais je dirais qu'il y a deux catégories d'événements qui, moi, m'ont satisfait, qui m'ont beaucoup marqué, et que j'ai essayé de développer au maximum ces deux axes. Le premier, c'est précisément, comme je vous l'ai dit, de conduire les entreprises, de les aider, parfois de leur tenir un peu la main pour qu'elles aillent à l'international, pour essayer de les aider dans leur ouverture des marchés. Et lorsqu'on arrive à le faire et que ces entreprises réussissent, et surtout de façon durable, parce que d'aller dans un pays, c'est dans un premier temps relativement facile, mais ensuite il faut avoir la capacité de durer, de comprendre, de se faire accepter et donc d'avoir une stratégie à long terme. Donc lorsque ces différentes étapes sont réussies, ben, c'est forcément une grande satisfaction, bien sûr pour les entreprises, j'espère pour les clients des pays concernés, mais aussi pour le conseiller du commerce extérieur qui a participé, qui a contribué. Et ça a été c'est toujours un de mes grands plaisirs. Mon autre plaisir aussi, ma satisfaction, je devrais dire, c'est d'avoir sélectionné et formé de très nombreux jeunes à l'international, particulièrement par rapport à une mission qui est la mission de VIE. Et j'ai pu voir ces jeunes gens avancer, progresser, souvent être embauchés dans la même entreprise qui leur avait donné cette chance pour leur début. Et parfois même, il y a eu quelques cas, prendre la direction de ces mêmes entreprises quelques années plus tard en fonction de ce que devenait l'entreprise, son capital, etc. Donc ce sont ces deux aspects, conduire, aider du moins les entreprises à s'internationaliser et puis contribuer au succès des jeunes VIE dans le monde des affaires. Quel événement vous a plus marqué pendant toutes vos missions en Asie? Alors, chaque pays, bien sûr, a ses particularités. Donc, c'est un peu, j'ai été heureux dans beaucoup de ces pays, donc c'est difficile, quel que soit le critère de sélection, d'en choisir un. Alors, je vais un peu tricher par rapport à votre question, et je viens de choisir trois. Alors, quels sont ces trois pays? Ce sont des pays asiatiques, donc, et le premier, c'est le Cambodge. Ça peut surprendre certains parce que c'est un petit pays, mais pourquoi le Cambodge? D'abord parce que c'est le premier pays dans lequel j'ai été expatrié. Et à peu près tous les expatriés, quel que soit le pays dans lequel ils sont, le premier pays dans lequel ils ont été affectés, cette première expérience et donc ce premier pays les marque beaucoup. Donc moi, j'ai été, comme tout le monde, marqué par mon premier pays qui était le Cambodge. Et puis j'ai eu une autre expérience rare, elle douloureuse, dont je me serais bien passé, c'est que j'étais au Cambodge lorsque les Khmers rouges ont pris le pouvoir et j'ai été pris en otage. Bon, pendant plusieurs semaines, hein. Voilà. Donc tout ceci fait des souvenirs très forts et très marquants pour le Cambodge, avec lequel je continue d'avoir à travers les années des liens très forts. Et puis le deuxième pays que j'aimerais vous citer, il est d'ailleurs le voisin du Cambodge, puisqu'il s'agit du Vietnam. Le Vietnam, ça a été le pays où j'ai eu mon premier poste de patron de filiale d'un grand groupe français pour lequel je travaillais. Donc ça a été ma première grande chance, si je puis dire, dans mon parcours professionnel. Mais j'y suis allé à une période très difficile au début des années 80. Et dans cette période, le Vietnam était sorti de la guerre depuis peu de temps, était donc un pays très meurtri, très pauvre, qui en plus avait un régime politique extrêmement dur. Et j'y ai été envoyé, peut-être parce que j'étais jeune, on a envoyé quelqu'un sur un territoire un peu difficile parce que des plus seniors peut-être n'y seraient pas allés. Mais j'ai eu la chance précisément de diriger la première joint venture qui était signée entre un pays occidental, en l'occurrence la France, pour un grand groupe français,
et le Vietnam. Et ça a été une chance et une opportunité fabuleuse. Et nous avons été récompensés d'avoir ce rôle de pionnier dans ce pays, puisque nous avons, les premières années, récupéré 80% du commerce extérieur passé entre nos mains, si je puis dire. Et puis, autre aspect, ça a permis à ce pays, à moyen et long terme, d'attirer par notre présence, dans un premier temps, d'autres investisseurs. Donc, ça a été ça aussi une grande satisfaction quand on voit aujourd'hui le pays important qui est devenu en ASEAN, que devient en ASEAN le Vietnam. Et puis le troisième pays, alors là, c'est un grand pays à tous les sens du terme, si je puis dire, c'est le Japon. Parce que cette grande puissance économique est tout à fait fabuleuse. Et ce qui, moi, m'a subjugué, je peux dire, au Japon aussi, c'est l'exigence du Japon, l'exigence des clients japonais, parfois des autorités japonaises. Tout est fait de façon très pointilleuse, avec beaucoup de soin, avec toujours une grande qualité à mes yeux, qui est la recherche de l'excellence. Et quand vous travaillez dans un pays, même si c'est très dur, parce qu'il faut sans arrêt faire Et vous face parlez en langue en plus. à ce besoin, alors j'ai eu la chance d'apprendre sérieusement, en m'arrêtant de travailler pendant 18 mois le japonais de façon intensive, ce qui m'a considérablement aidé, bien sûr, ensuite. Et quand vous êtes dans un environnement où il y a une telle exigence, vous progressez forcément et vous devenez vous-même beaucoup plus exigeant, je crois, par rapport à vous-même. Donc, pour toutes ces raisons, et bien sûr, il faudrait parler aussi de la culture japonaise, d'un autre monde. Le Japon est un peu, à mes yeux, un autre monde, une autre façon de penser, une autre façon de concevoir certaines valeurs. C'est peut-être tout ça qui explique que j'ai passé effectivement 25 ans de ma vie en 2 séjours, mais 25 ans au Japon. Donc voilà les 3 pays qui m'ont beaucoup marqué. Si on avait plus de temps, et j'espère qu'on en aura d'une façon ou d'une autre l'occasion, il y a beaucoup d'autres pays que j'ai beaucoup aimés, dont j'aimerais parler. Et vous avez visité aussi la Mongolie pendant le cadre de votre travail au CNRS. Est-ce que vous Oui. pourriez conseiller aux entreprises françaises qui veulent travailler sur le marché mongol? Alors, votre question est difficile. D'abord parce que mon expérience mongole, même si je suis allé en Mongolie, c'est une expérience très, très modeste. Hein. Donc, je ne suis pas du tout, c'est vous la spécialiste de la Mongolie, c'est pas moi. Donc, je connais assez peu votre pays, même si, comme vous l'avez gentiment signalé tout à l'heure, j'ai eu l'opportunité d'initier des opérations un accord de recherche entre le CNRS, pour lequel j'ai travaillé à un moment donné, et la Mongolie. Au-delà de ça, je dirais que pour une entreprise qui voudrait travailler en Mongolie, comme ailleurs, évidemment, la première chose qu'il faut faire, c'est bien voir les particularités d'un pays, hein, que ce soit des particularités économiques, politiques, culturelles, etc. Donc la première chose, c'est peut-être pour une entreprise de bien cibler. Est-ce que la Mongolie est une cible ou pas? Bon, cette question est importante pour ne pas perdre son temps et son argent, ou bien justement pour bien gérer son temps et son argent et réussir. Ça, c'est une première chose, mais qui est vraie dans tous les pays. La Mongolie, il faut aussi savoir que c'est un pays immense, qui est, je crois, pratiquement en termes géographiques 3 fois la taille de la France, avec une population qui, elle, par contre, est modeste. C'est, je crois, un peu plus de 3 millions d'habitants, hein, c'est ça? C'est ça, exact. Quelque chose comme ça. Par contre, c'est une population qui est très jeune en majorité. Et moi, mes quelques relations que j'ai eues sur place et ailleurs avec des Mongols m'ont montré des jeunes gens extrêmement volontaristes. Et surtout, alors ça m'avait frappé pour un pays qu'on connaît pas bien et qu'on imagine un peu fermé. Il a été longtemps, mais ces jeunes Mongols ont une soif de l'extérieur, sont extrêmement curieux de l'extérieur et sont donc très ouverts à l'international depuis leur pays. Ça, ce sont dans les très bons points. Sur le plan géographique, il faut aussi tenir compte du fait que la Mongolie, il suffit de regarder la carte, et étant enclavée
entre deux grands pays, n'est-ce pas, la Russie et la Chine, qui ont des ambitions un peu dévorantes parfois, et la Mongolie semble jouer un jeu intelligent pour essayer de préserver d'une certaine façon son indépendance, en tout cas son ouverture sur l'extérieur. Ça, c'est aussi un point important à prendre en considération. Donc la Mongolie, a priori, non, ce n'est pas un pays très fermé. Et oui, les personnes sont ouvertes, ont envie de faire des choses et peuvent parfaitement être des cibles intéressantes pour commercer. Évidemment, une des difficultés, surtout à partir d'Europe, c'est que la Mongolie est un pays lointain. Okay, ça, évidemment, il faut le savoir. Et c'est aussi un pays qui offre des opportunités dans certains secteurs, mais pas dans tous. Dans le secteur minier, c'est sûr, dans le secteur touristique, c'est sûr, mais évidemment pas dans tous les pays. Moi, ce que je crois comme étant un point fort en Mongolie, c'est le fait que les circuits de décision, m'a-t-il semblé, sont relativement courts, assez rapides, et que par conséquent, lorsqu'on essaye de faire quelque chose en Mongolie, on a très vite des interlocuteurs de qualité. Moi, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés étaient de qualité. Et les circuits étant courts, c'est assez facile de créer des connexions personnelles et de suivre ce que l'on veut faire. Ça, c'est à mettre au crédit du pays. C'est un pays, moi, j'ai trouvé que les Mongols étaient des gens un peu étaient chaleureux. Et par conséquent, je crois qu'il faut y aller souvent en Mongolie. Alors, moi, mon petit conseil, ce serait de dire vouloir faire beaucoup d'opérations à partir de la France sur la Mongolie, c'est difficile, sauf à avoir un distributeur et des contacts. Mais par contre, quand une entreprise française a la chance, en Chine ou ailleurs, en Asie, d'avoir une filiale et de pouvoir aller un peu, une fois ou deux par an, visiter la Mongolie et essayer de regarder les opportunités, je pense que ça en vaut tout à fait la peine. Et puis moi, j'ajouterais, alors moi, je suis un peu sentimental parfois dans mes relations, et je dirais que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, rien que pour ça, ça vaut la peine d'aller en Mongolie ou de rencontrer des Mongols. C'est j'ai trouvé les Mongols, je vous l'ai dit, très sympathiques, mais plus que ça, c'est-à-dire chaleureux, endurants. C'est important hein, d'être endurant quand on veut initier une opération commerciale ou industrielle dans la durée. Et puis c'est aussi des gens qui aiment la vie, donc tout ça ensemble, ça fait des séjours qui peuvent être très agréables. Voilà ma modeste perception et conseil et mon conseil sur la Mongolie. Merci beaucoup, Frédéric. J'espère que c'est des entreprises françaises qui sont en train de réfléchir et ils vont prêter leur oreille attentive à vos conseils. Eh bien, je sais que vous tiendrez à votre disposition et pour leur en parler, et moi beaucoup plus modestement, mais j'essaierai de contribuer si je peux. Et dans un autre registre, comment verriez-vous l'économie française dans les décennies à venir? L'économie française à long terme, la prévision est vraiment impossible à faire. Hein. Euh, donc, néanmoins, votre question, bien que complexe, moi, je vais y répondre justement de façon simple. Je veux dire par là que moi, je n'imagine pas l'avenir de la France et d'ailleurs de tout pays européen autrement que dans une perspective globale européenne. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait un jeu européen pour que, évidemment, particulièrement dans les domaines économiques et militaires, de façon à ce qu'il soit possible que les valeurs fondamentales communes à peu près tous les pays européens, c'est-à-dire les valeurs d'indépendance et de liberté, puissent être respectées face à des empires qui se reconstituent ou qui ont le désir de se reconstituer. Donc pour moi, l'avenir, il est d'abord plutôt un avenir européen. Alors là, je ne vous dirai pas tout ce que l'on sait tous, c'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est une union plus grande entre les pays, et ça passe un peu par les gens aussi, bien sûr.
et qu'il y a un gros travail aussi sur le plan politique et autres pour être davantage unis, un front commun. Mais l'Europe est un très grand, séparément aujourd'hui, mais peut être de façon plus unie un très grand marché, très fort. Et d'ailleurs, l'ensemble des pays européens sont des marchés extrêmement importants pour le reste du monde. Donc, uni, ce marché devrait pouvoir l'être plus encore. Mais c'est difficile, c'est long, la voie est parsemée de difficultés. Ma question est simple, mais votre réponse m'intéressera, pardon, sûrement beaucoup. Au vu des premiers contacts que nous avons eus, ou des quelques contacts que nous avons eus ensemble et de ce que je peux savoir sur vous et sur vos activités, vous êtes une personne très intégrée maintenant dans la société française. Bon. Et vous êtes un cas un peu unique. Moi, ce que j'aimerais entendre de votre part, c'est depuis que vous êtes arrivé en France, quels sont les principaux points communs qui facilitent les choses que vous avez trouvés, s'il y en a, il y en a sûrement, entre les Français et les Mongols? Intégration en soi est une notion très, très globale. Donc, j'aurais dit que le processus de l'intégration vient de notre esprit des nomades. Et dans l'esprit nomade, c'est observation, adaptation, intégration et transformation qui entrent dans l'esprit des nomades. Donc peut-être grâce à cette mentalité nomade, on a réussi à s'intégrer. Et Oui, de l'autre côté, quand on est arrivé en France, déjà, heureusement, la France n'était pas une terre inconnue culturellement, parce que dans le programme scolaire en Mongolie, on étudie Alexandre Dumas, Jules Verne, Victor Hugo, Honoré de Balzac, etc., les grands classiques français. Cet état d'esprit pour comprendre le monde à travers de la culture, à travers les, le sentiment, peut-être, on m'a rapproché à la culture, à la société française. Je pense que c'est plutôt dans la culture que j'ai trouvé mon appui sur lequel je devais m'appuyer pendant le processus de l'intégration. Et de l'autre côté aussi, une très jolie philosophie qui disait que qui boit l'eau dans un autre pays observe la coutume de ce pays. Ça, c'est la sagesse mongole qui nous ah a oui, aidé à s'intégrer. On essaie d'observer la coutume du pays, on essaie de respecter les exigences et les valeurs du pays qui est la France. Donc, pour cette raison qu'on aimerait bien rapprocher les deux cultures et chercher des moyens, chercher des voies de coopération. très bien. On va y aller step by step, comme vous dites, n'est-ce pas? C'est Exact. exactement, votre Ah approche, ouais. c'est exactement ça, en plus du jeu de mots, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup. Mille merci, Merci pour votre réponse. Frédéric. C'est Oui. moi qui vous remercie.